Chapitre 1. Le meurtre sous le plancher de la salle de bal. Le grand lustre de la salle de bal d'Astor House tremblait tandis que la dernière soirée de Lady Helena Wyndham atteignait son apogée. Des verres de cristal teintés lors de toasts délicats, le murmure discret de conversations polies flottait dans la salle dorée, et les notes mélodieuses d'un quatuor à cordes tissaient une douce toile de fond de civilité. Pourtant, sous cette façade d'élégance étincelante, une tension couvait. Une tension qu'aucun sourire poli ne pouvait dissimuler. C'est alors, dans le bref silence qui précéda la reprise de l'orchestre, qu'un cri perçant brisa l'ambiance soigneusement préparée. Les invités se figèrent en pleine conversation, leurs yeux se posant instinctivement sur la source du cri, le centre de la salle de bal. Lady Helena, elle-même, était tombée à genoux, une main pressée contre ses lèvres, les yeux écarquillés d'horreur. Sous le parquet ciré, les lames de plancher s'étaient déformées, révélant, comme par un tour macabre, le corps sans vie de monsieur. Victor Armitage, le riche industriel, étendu dans une pose contre nature. Son costume de soirée impeccable était maculé d'une tache profonde et inquiétante, sa montre en argent scintillant dans la pénombre. Des murmures et des exclamations de surprise parcoururent la salle. Qui avait bien pu commettre un tel acte, et pourquoi ici, au milieu d'une telle assemblée fastueuse? Les portes de la salle de bal étaient bien verrouillées de l'intérieur. Chaque invité présent était de fait suspect. Parmi eux, Sir Geoffrey Linton, homme politique plus ambitieux que discret, pâlit visiblement. Mademoiselle Béatrice Langley, la jeune héritière, tremblait, serrant ses perles contre sa gorge. Même Monsieur Alistair Crowne, écrivain élégant et réputé pour son esprit, semblait véritablement troublé, une rare faille dans son assurance soigneusement cultivée. C'est dans ce moment de panique croissante qu'une voix douce et posée perça le chaos. « Mes amis, mesdames et messieurs, je crois que vous me permettrez, à moi, Hercule Poirot, de vous aider à rétablir l'ordre. » Hercule Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris discret et arborant sa moustache d'une précision légendaire, parfaitement ciré, s'avança avec l'autorité sereine de celui qui est habitué aux cruautés cachées du monde. Ses petits yeux perçants scrutaient méthodiquement les visages, détectant la moindre étincelle de malaise, le moindre frémissement de culpabilité ou de peur dissimulée sous un masque de choc. « Mon Dieu !» murmura Poirot, presque pour lui-même. « C'est, comme on dit, un crime parfait. Et pourtant, aucun crime, aussi ingénieux soit-il, ne peut échapper aux petites cellules grises. La salle de bal était un tableau de peur figée et de spéculations chuchotées. Pourtant, le regard de Poirot semblait transpercer tout cela, démêlant le vrai du faux. Il s'agenouilla un instant près de monsieur Armitage, observant la position anormale du corps, l'étendue de la tache et l'étrange marque sur le parquet. Ceci n'est pas un accident, dit Poirot en se levant avec un léger sourire, mais un acte délibéré, mes amis, et c'est mon humble devoir de découvrir par quels moyens et par la main de qui ce tragique événement a été perpétré. Tandis qu'il parlait, le regard de Poirot s'attardait sur chaque invité. Déjà, dans un léger tremblement de la main, un déplacement du regard, un coup d'œil trop rapide sur la scène, il commençait à tisser une toile bien plus complexe que quiconque ne l'avait soupçonné. Le décor était planté, non seulement pour la résolution d'un meurtre, mais aussi pour la révélation de la nature humaine elle-même, dans toute sa fragilité, sa ruse et sa malice parfois insidieuse. Et ainsi commença l'affaire du meurtre sous la salle de bal, une énigme où chaque geste, chaque mot et chaque secret seraient passés au crible du détective le plus méticuleux du monde. Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. La salle de bal, jadis un havre de musique et de rire, ressemblait désormais au théâtre d'une scène tendue. Les invités, regroupés en petits groupes mal à l'aise, murmuraient avec anxiété. Les lustres dorés projetèrent de longues ombres, accentuant l'élégance ostentatoire de la pièce, tandis que Poirot demeurait au centre, sa silhouette menue, imposante, ne s'imposant pas par sa taille, mais par sa seule présence. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix douce mais ferme, avant de laisser la conjecture et la panique nous dicter notre conduite, nous devons comprendre qui est ici, et plus important encore, ce que chacun de vous porte en soi. Chaque action, chaque hésitation, chaque soupir, ce sont là les traces de la vérité, même lorsqu'on les croit cachées. Les invités échangèrent des regards nerveux. Le regard de Poirot, perçant et calculateur, balaya la pièce comme celui d'un chef d'orchestre scrutant son orchestre. Il désigna l'invité le plus proche. « Monsieur Geoffrey Linton, dit-il d'une voix sèche, vous étiez le plus proche du lieu de l'incident. Je vous en prie,
Racontez-moi votre version des faits. Sir Geoffrey, grand, le dos raide, arborant une assurance impeccable, s'éclaircit la gorge. Je traversais simplement la pièce pour présenter mes condoléances à Lady Helena. Je n'avais pas vu. Il hésita, son regard se posant involontairement sur le parquet. Je n'avais pas vu monsieur Armitage. On ne peut imaginer. Sa main trembla légèrement tandis qu'il ajustait sa cravate, une légère rougeur colorant ses joues pâles. Poirot l'observa attentivement. Voyez-vous, mes amis, même le plus petit tremblement de la main peut trahir un trouble intérieur. Peur, culpabilité ou simple choc. Ce sont ces nuances auxquelles nous devons prêter attention. Sir Geoffrey hocha la tête avec raideur, mais le regard perçant de Poirot sembla le faire se recroqueviller sur lui-même. Poirot se tourna ensuite vers Lady Helena Wyndham. Elle s'était réfugiée dans un coin, les mains tremblantes, serrant un mouchoir de soie. Ses perles, d'ordinaire symbole d'une élégance immaculée, scintillaient désormais, comme pour refléter son malaise. « Lady Helena, dit Poirot d'une voix douce, vous avez organisé cette réception. Votre familiarité avec vos invités est, disons, profonde. Monsieur Armitage avait-il des querelles ou des différends qui pourraient expliquer ce tragique événement ?» Les lèvres de la dame se pincèrent. Victor, il était ambitieux, certes, mais jamais violent. Certains ont peut-être éprouvé du ressentiment à son égard, mais je ne saurais imaginer qui. Ici, tout le monde a toujours fait preuve de courtoisie, du moins en ma présence. Sa voix trembla légèrement, trahissant la peur qu'elle s'efforçait de dissimuler. Poirot hocha la tête, prenant discrètement note de ses propos dans le petit carnet relié cuir qu'il emportait toujours. Son attention se porta ensuite sur mademoiselle Béatrice Langlais, la jeune héritière qui marmonnait près de la table des rafraîchissements. Ses grands yeux, brillants d'anxiété, suivaient ses mouvements comme si elle était à la fois effrayée et fascinée. « Mademoiselle, dit Poirot, en s'approchant prudemment d'elle, il n'est pas inhabituel de ressentir de l'inquiétude dans de telles circonstances. Mais dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un agissant avec hésitation ou précipitation inhabituelle? » Les lèvres de Béatrice tremblèrent. J'ai vu Monsieur Crown près du côté ouest de la pièce, avant le cri. Il semblait mal à l'aise. Mais je n'ai pas pensé... Elle hésita, jetant un regard nerveux à l'écrivain lui-même, qui se tenait à l'écart, un léger sourire aux lèvres. Le regard de Poirot se porta sur Alistair Crown. Il était beau, distingué, avec la posture soignée d'un homme habitué au regard de la société. Pourtant, ses yeux, sombres et perçants, reflétaient la tension subtile que Miss Langlais avait perçue. « Ah, monsieur Crown, dit Poirot d'une voix douce, vous êtes écrivain. On imagine que vos observations sont perspicaces. Et pourtant, vos propres réactions sont, comment dire, instructives. Vous semblez amusé par la panique ?» Le sourire de Crown se crispa. « Amusant est peut-être un terme trop fort. Je suis fasciné, monsieur Poirot, fasciné par la terreur que l'être humain manifeste face à des événements inattendus. C'est instructif, certes, mais certainement pas malveillant. » Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement, mais non d'humour. C'est précisément cette fascination qu'il faut observer avec prudence. La curiosité peut parfois mener, oui, même involontairement, à des conséquences imprévues. L'attention de Poirot fut alors attirée par le dernier groupe d'invités, un petit groupe intense situé au fond de la pièce. Monsieur Adrian Clay, l'ancien associé de l'industriel, Madame Eugenia Forsyth, une veuve connue pour son esprit vif et son tempérament encore plus vif, et le colonel Percival St. John, un officier à la retraite dont l'allure sévère imposait le respect même dans un tel chaos. « Monsieur Clay, commença Poirot, vous étiez en affaire avec le défunt. Des désaccords récents, des conflits qui pourraient soulever la possibilité d'un mobile ?» Le visage de Clay se durcit, mais ses mains le trahirent, tripotant nerveusement la chaîne de sa montre à gousset. « Victor et moi avons eu des désaccords. Oui, les affaires peuvent être compliquées, mais je vous jure, je n'y suis pour rien. Pour rien. » Sa voix laissait transparaître une pointe de désespoir, bien que Poirot ait remarqué le léger tressaillement de ses lèvres et le bref coup d'œil furtif de son regard vers le sol. « Et Madame Forsyth, poursuivit Poirot, vous êtes une femme d'une grande perspicacité. Avez-vous remarqué quelque chose qui vous a paru anormal ?» Les lèvres d'Eugenia Forsyth esquissèrent un sourire sardonique. « Monsieur Poirot, dans une pièce pleine de monde, on remarque bien des irrégularités, certaines mineures, d'autres moins. Je dirais que monsieur Armitage avait des ennemis. Je dirais aussi
que tout ne se confesserait pas facilement, voire pas du tout. Ses paroles étaient ambiguës, et le regard perçant de Poirot ne lui échappa pas. Enfin le colonel, son visage ridé et buriné, était calme, presque indifférent. « Messieurs, mesdames, la guerre apprend à garder son sang-froid. Et le sang-froid, à mon avis, vaut mieux que l'hystérie. Je n'ai rien remarqué. Mais il ne faut pas juger sur les apparences. » Poirot plissa légèrement les yeux. « Ah, mais les apparences, colonel, peuvent être trompeuses. Et pourtant, le plus petit geste, la plus infime inflexion, peuvent trahir ce qui est caché. C'est dans ces subtilités, mes amis, que réside la vérité. » Les premiers interrogatoires d'Ali terminés, Poirot recula, les mains croisées dans le dos. Il parcourut lentement la pièce, examinant les lames de parquet qui avaient trahi monsieur. Armitage, chaque détail, l'empreinte sous le corps, les légères éraflures sur la surface polie, étaient mémorisés. « Mes amis, dit-il enfin en s'adressant au groupe, il nous faut examiner un fait fort curieux. La chambre était verrouillée. Tous les invités sont présents. Et pourtant, monsieur Armitage gît mort. Par conséquent, soit le meurtrier est parmi nous, soit quelque ruse ingénieuse a été employée pour dissimuler la vérité. Mais rassurez-vous, rien, je le répète, rien n'échappe à notre intelligence. » Un silence pesant s'installa. Certains invités se montrèrent mal à l'aise, d'autres déglutirent difficilement, tandis que le regard perçant de Poirot balaya une fois de plus la pièce, captant la moindre émotion. Peur, culpabilité, calcul, curiosité, toutes les nuances étaient présentes. La réaction subtile de chaque invité serait un fil que Poirot tisserait plus tard dans la tapisserie de la vérité. Pour l'heure, le décor était planté. Les suspects étaient réunis. Leur mobile, bien que dissimulé, se devinait à travers des micro-expressions et des allusions chuchotées. L'esprit de Poirot, comme toujours, travaillait en silence, reliant des points invisibles, relevant les contradictions et tissant les chevaux complexes de la logique qui, avec le temps, révélerait le coupable. Tandis que les invités murmuraient entre eux, la tension palpable, Poirot se pencha légèrement vers Hastings, arrivé discrètement derrière lui. « Mon ami, dit-il doucement, observe. Dans de telles assemblées, chaque sourire, chaque hésitation, chaque regard peut être un indice. Et lorsqu'on a la patience de voir, de vraiment voir, la vérité se révèle non pas dans les grands gestes, mais dans les mouvements subtils, presque imperceptibles, de l'âme humaine. » Hastings acquiesça, malgré une certaine inquiétude sur son visage. Il avait déjà été témoin du génie de Poirot, mais l'atmosphère de la salle de bal d'Astor House laissait présager que l'enquête à venir mettrait à rude épreuve même les formidables capacités du détective. Ainsi, dans la lueur scintillante des lustres de cristal, au milieu des murmures, des soupçons et de la peur, les premiers fils du mystère furent tissés. Chaque invité, suspect potentiel. Chaque geste, indice potentiel. Le meurtre commis sous le parquet de la salle de bal n'était pas qu'un simple crime, c'était une énigme de la nature humaine, une énigme qu'Hercule Poirot allait résoudre étape par étape. Chapitre 3. L'arrivée de Poirot et les premiers entretiens. La réputation d'Hercule Poirot le précédait, bien que son entrée dans la salle de bal d'Astor House fût bien plus discrète que le chaos qui y régnait. Tandis que les invités chuchotaient et spéculaient, la silhouette imperturbable de Poirot se frayait un chemin à travers la foule avec l'assurance d'un homme habitué à observer l'invisible. Ses chaussures noires ne faisaient aucun bruit sur le parquet ciré, et pourtant sa présence imposait le respect. Même au milieu du choc et de la peur, la subtile précision de ses mouvements, le léger éclat de sa moustache parfaitement cirée et l'inclinaison mesurée de sa tête attiraient irrésistiblement les regards. Il s'arrêta près de monsieur Armitage, étendu au sol, et scruta la scène de ses petits yeux intelligents. Chaque détail, la légère luxation du bras, l'angle de la tête, les contusions particulières aux articulations des doigts furent répertoriés avec une méticulosité extrême. Poirot se redressa et éleva la voix pour se faire entendre sans crier. « Mes amis, nous devons aborder cette question de manière systématique. La panique ne sert à rien. Avec patience et méthode, nous découvrirons la vérité. » Les invités échangèrent des regards, un mélange de soulagement et de méfiance se lisant sur leurs visages. L'autorité sereine de Poirot apaisait leurs nerfs, mais son regard intense suggérait davantage de scrupulosité que de sympathie. « Capitaine Hastings, dit Poirot d'une voix douce, en faisant signe à son fidèle compagnon de le suivre. Nous allons commencer par les premiers entretiens, observer le comportement de chacun, et pas seulement leurs paroles.
Ah, les nuances du langage, les subtilités des gestes, elles trahissent ce que le cœur dissimule. Hastings acquiesça, son carnet prêt, et ensemble ils commencèrent leurs investigations minutieuses. Le premier à être interrogé fut Sir Geoffrey Linton, dont la nervosité avait déjà attiré l'attention de Poirot. Monsieur Geoffrey, commença Poirot poliment, mais avec une précision lors de toasts délicats, le murmure discret de conversations polies flottait dans la salle dorée, et les notes mélodieuses d'un quatuor à cordes tissaient une douce toile de fond de civilité. Pourtant, sous cette façade d'élégance étincelante, une tension couvait. Une tension qu'aucun sourire poli ne pouvait dissimuler. C'est alors, dans le bref silence qui précéda la reprise de l'orchestre, qu'un cri perçant brisa l'ambiance soigneusement préparée. Les invités se figèrent en pleine conversation, leurs yeux se posant instinctivement sur la source du cri, le centre de la salle de bal. Lady Helena, elle-même, était tombée à genoux, une main pressée contre ses lèvres, les yeux écarquillés d'horreur. Sous le parquet ciré, les lames de plancher s'étaient déformées, révélant, comme par un tour macabre, le corps sans vie de monsieur. Victor Armitage, le riche industriel, étendu dans une pose contre nature. Son costume de soirée impeccable était maculé d'une tache profonde et inquiétante, sa montre en argent scintillant dans la pénombre. Des murmures et des exclamations de surprise parcoururent la salle. Qui avait bien pu commettre un tel acte, et pourquoi ici, au milieu d'une telle assemblée fastueuse? Les portes de la salle de bal étaient bien verrouillées de l'intérieur. Chaque invité présent était de fait suspect. Parmi eux, Sir Geoffrey Linton, homme politique plus ambitieux que discret, pâlit visiblement. Mademoiselle Béatrice Langley, la jeune héritière, tremblait, serrant ses perles contre sa gorge. Même M. Alistair Crowne, écrivain élégant et réputé pour son esprit, semblait véritablement troublé, une rare faille dans son assurance soigneusement cultivée. C'est dans ce moment de panique croissante qu'une voix douce et posée perça le chaos. « Mes amis, mesdames et messieurs, je crois que vous me permettrez, à moi, Hercule Poirot, de vous aider à rétablir l'ordre. » Hercule Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris discret et arborant sa moustache d'une précision légendaire, parfaitement ciré, s'avança avec l'autorité sereine de celui qui est habitué aux cruautés cachées du monde. Ses petits yeux perçants scrutèrent méthodiquement les visages, détectant la moindre étincelle de malaise, le moindre frémissement de culpabilité ou de peur dissimulé sous un masque de choc. « Mon Dieu !» murmura Poirot, presque pour lui-même. « C'est, comme on dit, un crime parfait. Et pourtant, aucun crime, aussi ingénieux soit-il, ne peut échapper aux petites cellules grises. La salle de bal était un tableau de peur figée et de spéculation chuchotée. Pourtant, le regard de Poirot semblait transpercer tout cela, démêlant le vrai du faux. Il s'agenouilla un instant près de M. Armitage, observant la position anormale du corps, l'étendue de la tache et l'étrange marque sur le parquet. Ceci n'est pas un accident, dit Poirot en se levant avec un léger sourire, mais un acte délibéré, mes amis, et c'est mon humble devoir de découvrir par quels moyens et par la main de qui ce tragique événement a été perpétré. Tandis qu'il parlait, le regard de Poirot s'attardait sur chaque invité. Déjà, dans un léger tremblement de la main, un déplacement du regard, un coup d'œil trop rapide sur la scène, il commençait à tisser une toile bien plus complexe que quiconque ne l'avait soupçonné. Le décor était planté, non seulement pour la résolution d'un meurtre, mais aussi pour la révélation de la nature humaine elle-même, dans toute sa fragilité, sa ruse et sa malice parfois insidieuse. Et ainsi commença l'affaire du meurtre sous la salle de bal, une énigme où chaque geste, chaque mot et chaque secret seraient passés au crible du détective le plus méticuleux du monde. Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. La salle de bal, jadis un havre de musique et de rire, ressemblait désormais au théâtre d'une scène tendue. Les invités, regroupés en petits groupes mal à l'aise, murmuraient avec anxiété. Les lustres dorés projetèrent de longues ombres, accentuant l'élégance ostentatoire de la pièce, tandis que Poirot demeurait au centre, sa silhouette menue, imposante, ne s'imposant pas par sa taille, mais par sa seule présence. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix douce mais ferme, avant de laisser la conjecture et la panique nous dicter notre conduite, nous devons comprendre qui est ici, et plus important encore, ce que chacun de vous porte en soi. Chaque action, chaque hésitation, chaque soupir, ce sont là les traces de la vérité, même lorsqu'on les croit cachées. Les invités échangèrent des regards nerveux. Le regard de Poirot,
perçant et calculateur, balaya la pièce comme celui d'un chef d'orchestre scrutant son orchestre. Il désigna l'invité le plus proche. « Monsieur Geoffrey Linton, dit-il d'une voix sèche, vous étiez le plus proche du lieu de l'incident. Je vous en prie, racontez-moi votre version des faits. » Sir Geoffrey, grand, le dos raide, arborant une assurance impeccable, s'éclaircit la gorge. Je traversais simplement la pièce pour présenter mes condoléances à Lady Helena. Je n'avais pas vu. Il hésita, son regard se posant involontairement sur le parquet. Je n'avais pas vu monsieur Armitage. On ne peut imaginer. Sa main trembla légèrement tandis qu'il ajustait sa cravate, une légère rougeur colorant ses joues pâles. Poirot l'observa attentivement. Voyez-vous, mes amis, même le plus petit tremblement de la main peut trahir un trouble intérieur. Peur, culpabilité ou simple choc. Ce sont ces nuances auxquelles nous devons prêter attention. Sir Geoffrey hocha la tête avec raideur, mais le regard perçant de Poirot sembla le faire se recroqueviller sur lui-même. Poirot se tourna ensuite vers Lady Helena Wyndham. Elle s'était réfugiée dans un coin, les mains tremblantes, serrant un mouchoir de soie. Ses perles, d'ordinaire symbole d'une élégance immaculée, scintillaient désormais, comme pour refléter son malaise. « Lady Helena, dit Poirot d'une voix douce, vous avez organisé cette réception. Votre familiarité avec vos invités est, disons, profonde. Monsieur Armitage avait-il des querelles ou des différends qui pourraient expliquer ce tragique événement ?» Les lèvres de la dame se pincèrent. Victor, il était ambitieux, certes, mais jamais violent. Certains ont peut-être éprouvé du ressentiment à son égard, mais je ne saurais imaginer qui. Ici, tout le monde a toujours fait preuve de courtoisie, du moins en ma présence. Sa voix trembla légèrement, trahissant la peur qu'elle s'efforçait de dissimuler. Poirot hocha la tête, prenant discrètement note de ses propos dans le petit carnet relié cuir qu'il emportait toujours. Son attention se porta ensuite sur mademoiselle Béatrice Langley, la jeune héritière qui marmonnait près de la table des rafraîchissements. Ses grands yeux, brillants d'anxiété, suivaient ses mouvements comme si elle était à la fois effrayée et fascinée. « Mademoiselle, dit Poirot, en s'approchant prudemment d'elle, il n'est pas inhabituel de ressentir de l'inquiétude dans de telles circonstances. Mais dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un agissant avec hésitation ou précipitation inhabituelle? » Les lèvres de Béatrice tremblèrent. J'ai vu Monsieur Crown près du côté ouest de la pièce, avant le cri. Il semblait mal à l'aise. Mais je n'ai pas pensé... Elle hésita, jetant un regard nerveux à l'écrivain lui-même, qui se tenait à l'écart, un léger sourire aux lèvres. Le regard de Poirot se porta sur Alistair Crown. Il était beau, distingué, avec la posture soignée d'un homme habitué au regard de la société. Pourtant, ses yeux, sombres et perçants, reflétaient la tension subtile que Miss Langley avait perçue. « Ah, monsieur Crown, dit Poirot d'une voix douce, vous êtes écrivain. On imagine que vos observations sont perspicaces. Et pourtant, vos propres réactions sont, comment dire, instructives. Vous semblez amusé par la panique ?» Le sourire de Crown se crispa. « Amusant est peut-être un terme trop fort. Je suis fasciné, monsieur Poirot, fasciné par la terreur que l'être humain manifeste face à des événements inattendus. C'est instructif, certes, mais certainement pas malveillant. » Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement, mais non d'humour. C'est précisément cette fascination qu'il faut observer avec prudence. La curiosité peut parfois mener, oui, même involontairement, à des conséquences imprévues. L'attention de Poirot fut alors attirée par le dernier groupe d'invités, un petit groupe intense situé au fond de la pièce. Monsieur Adrian Clay, l'ancien associé de l'industriel, Madame Eugenia Forsyth, une veuve connue pour son esprit vif et son tempérament encore plus vif, et le colonel Percival St. John, un officier à la retraite dont l'allure sévère imposait le respect même dans un tel chaos. « Monsieur Clay, commença Poirot, vous étiez en affaire avec le défunt. Des désaccords récents, des conflits qui pourraient soulever la possibilité d'un mobile ?» Le visage de Clay se durcit, mais ses mains le trahirent, tripotant nerveusement la chaîne de sa montre à gousset. « Victor et moi avons eu des désaccords. Oui, les affaires peuvent être compliquées, mais je vous jure, je n'y suis pour rien. Pour rien. » Sa voix laissait transparaître une pointe de désespoir, bien que Poirot ait remarqué le léger tressaillement de ses lèvres et le bref coup d'œil furtif de son regard vers le sol. « Et Madame Forsyth, poursuivit Poirot, vous êtes une femme d'une grande perspicacité. Avez-vous remarqué quelque chose qui vous a paru anormal ?
Les lèvres d'Eugénia Forsyth esquissèrent un sourire sardonique. Monsieur Poirot, dans une pièce pleine de monde, on remarque bien des irrégularités, certaines mineures, d'autres moins. Je dirais que monsieur Armitage avait des ennemis. Je dirais aussi que tout ne se confesserait pas facilement, voire pas du tout. Ses paroles étaient ambiguës, et le regard perçant de Poirot ne lui échappa pas. Enfin le colonel. Son visage ridé et buriné était calme, presque indifférent. Messieurs, mesdames, la guerre apprend à garder son sang-froid. Et le sang-froid, à mon avis, vaut mieux que l'hystérie. Je n'ai rien remarqué. Mais il ne faut pas juger sur les apparences. Poirot plissa légèrement les yeux. Ah, mais les apparences, colonel, peuvent être trompeuses. Et pourtant, le plus petit geste, la plus infime inflexion, peuvent trahir ce qui est caché. C'est dans ces subtilités, mes amis, que réside la vérité. Les premiers interrogatoires d'Ali terminés, Poirot recula, les mains croisées dans le dos. Il parcourut lentement la pièce, examinant les lames de parquet qui avaient trahi monsieur Armitage. Chaque détail, l'empreinte sous le corps, les légères éraflures sur la surface polie, étaient mémorisés. Mes amis, dit-il enfin en s'adressant au groupe, il nous faut examiner un fait fort curieux. La chambre était verrouillée. Tous les invités sont présents. Et pourtant, monsieur Armitage gît mort. Par conséquent, soit le meurtrier est parmi nous, soit quelque ruse ingénieuse a été employée pour dissimuler la vérité. Mais rassurez-vous, rien, je le répète, rien n'échappe à notre intelligence. Un silence pesant s'installa. Certains invités se montrèrent mal à l'aise, d'autres déglutirent difficilement, tandis que le regard perçant de Poirot balaya une fois de plus la pièce, captant la moindre émotion. Peur, culpabilité, calcul, curiosité, toutes les nuances étaient présentes. La réaction subtile de chaque invité serait un fil que Poirot tisserait plus tard dans la tapisserie de la vérité. Pour l'heure, le décor était planté. Les suspects étaient réunis. Leur mobile, bien que dissimulé, se devinait à travers des micro-expressions et des allusions chuchotées. L'esprit de Poirot, comme toujours, travaillait en silence, reliant des points invisibles, relevant les contradictions et tissant les chevaux complexes de la logique qui, avec le temps, révéleraient le coupable. Tandis que les invités murmuraient entre eux, la tension palpable, Poirot se pencha légèrement vers Hastings, arrivé discrètement derrière lui. « Mon ami, dit-il doucement, observe. Dans de telles assemblées, chaque sourire, chaque hésitation, chaque regard peut être un indice. Et lorsqu'on a la patience de voir, de vraiment voir, la vérité se révèle non pas dans les grands gestes, mais dans les mouvements subtils, presque imperceptibles, de l'âme humaine. » Hastings acquiesça, malgré une certaine inquiétude sur son visage. Il avait déjà été témoin du génie de Poirot, mais l'atmosphère de la salle de bal d'Astor House laissait présager que l'enquête à venir mettrait à rude épreuve même les formidables capacités du détective. Ainsi, dans la lueur scintillante des lustres de cristal, au milieu des murmures, des soupçons et de la peur, les premiers fils du mystère furent tissés. Chaque invité, suspect potentiel. Chaque geste, indice potentiel. Le meurtre commis sous le parquet de la salle de bal n'était pas qu'un simple crime, c'était une énigme de la nature humaine, une énigme qu'Hercule Poirot allait résoudre étape par étape. Chapitre 3. L'arrivée de Poirot et les premiers entretiens. La réputation d'Hercule Poirot le précédait, bien que son entrée dans la salle de bal d'Astor House fût bien plus discrète que le chaos qui y régnait. Tandis que les invités chuchotaient et spéculaient, la silhouette imperturbable de Poirot se frayait un chemin à travers la foule avec l'assurance d'un homme habitué à observer l'invisible. Ses chaussures noires ne faisaient aucun bruit sur le parquet ciré, et pourtant sa présence imposait le respect. Même au milieu du choc et de la peur, la subtile précision de ses mouvements, le léger éclat de sa moustache parfaitement cirée et l'inclinaison mesurée de sa tête attiraient irrésistiblement les regards. Il s'arrêta près de monsieur Armitage, étendu au sol, et scruta la scène de ses petits yeux intelligents. Chaque détail, la légère luxation du bras, l'angle de la tête, les contusions particulières aux articulations des doigts furent répertoriés avec une méticulosité extrême. Poirot se redressa et éleva la voix pour se faire entendre sans crier. « Mes amis, nous devons aborder cette question de manière systématique. La panique ne sert à rien. Avec patience et méthode, nous découvrirons la vérité. » Les invités échangèrent des regards, un mélange de soulagement et de méfiance se lisant sur leurs visages. L'autorité sereine de Poirot apaisait leurs nerfs,
mais son regard intense suggérait davantage de scrupulosité que de sympathie. Capitaine Hastings, dit Poirot d'une voix douce, en faisant signe à son fidèle compagnon de le suivre. Nous allons commencer par les premiers entretiens, observer le comportement de chacun, et pas seulement leurs paroles. Ah, les nuances du langage, les subtilités des gestes, elles trahissent ce que le cœur dissimule. Hastings acquiesça, son carnet prêt, et ensemble ils commencèrent leurs investigations minutieuses. Le premier à être interrogé fut Sir Geoffrey Linton, dont la nervosité avait déjà attiré l'attention de Poirot. Monsieur Geoffrey, commença Poirot poliment, mais avec une précision indéniable, veuillez me décrire vos déplacements de ce soir. Chaque détail, même ceux que vous jugez insignifiants, peut avoir une valeur. Sir Geoffrey déglutit, sa pomme d'Adam se soulevant nerveusement. Je suis arrivé en retard, comme vous le savez, pour éviter la presse. J'ai salué Lady Helena, fait ma tournée habituelle, et puis je parlais avec Monsieur Crown, et... Il hésita, tripotant un bouton de manchette. Je n'ai pas vu Victor par terre avant le cri. Poirot haussa un sourcil, un petit mouvement subtil, qui ne trahissait rien, mais en disait long. Vous ne l'avez pas vu ? Et pourtant, votre attention était ailleurs. On peut se demander dans quelle mesure l'attention peut être sélective, n'est-ce pas ? Sir Geoffrey ouvrit la bouche, puis la referma. Il hocha la tête avec raideur. Oui, peut-être. Poirot prit note mentalement. Même l'alibi le plus parfait comporte des failles. De petits gestes, de minuscules contradictions. Poirot s'approcha ensuite de Lady Helena Wyndham. L'hôtesse tremblait encore légèrement malgré ses efforts pour garder son calme. Lady Helena, il est essentiel de prendre en compte non seulement les circonstances de cette tragédie, mais aussi les relations qui l'entourent. Dites-moi, qui aurait pu vouloir du mal à Monsieur Armitage ? La main de la dame tremblait tandis qu'elle ajustait son collier de perles. Victor, il était ambitieux, oui, et franc. J'avais espéré qu'il serait plus discret. Quant à ses ennemis, je ne saurais dire. Ici, tout le monde a semblé poli. Pourtant, peut-être n'ai-je pas vu ce qui se cachait derrière leurs yeux. Poirot inclina légèrement la tête. En effet, les yeux, ils sont le miroir de l'âme, révélant des vérités que la langue n'ose avouer. Nous y prêterons une attention particulière. Hastings prenait des notes rapidement. L'insistance de Poirot sur le comportement humain plutôt que sur les preuves matérielles devenait évidente. Chaque réaction subtile, chaque expression fugace était un fil conducteur de sa déduction. Poirot se tourna ensuite vers Béatrice Langlais, dont la jeunesse et l'innocence contrastaient fortement avec la tension de la soirée. « Mademoiselle, dit Poirot d'une voix douce, vous avez observé la pièce. Un comportement vous a-t-il paru irrégulier, inhabituel, ou peut-être révélateur ?» Béatrice hésita, jetant un coup d'œil à Alistair Crowne. Je l'ai vu près du côté ouest, juste avant le cri. Il semblait mal à l'aise, mais je n'en étais pas certaine. Ce n'était qu'une impression. Un malaise, répéta Poirot, pensif. Une sensation, oui. Parfois, l'intuition perçoit ce que les yeux n'ont pas pleinement enregistré. Vous avez bien fait de le mentionner. Le regard de Poirot se posa alors sur Crowne lui-même. L'écrivain se tenait à l'écart, observant la pièce avec un intérêt calme, presque détaché. « Monsieur Crowne, dit Poirot, votre profession exige observation et réflexion. Dites-moi, avez-vous remarqué des particularités ou des bizarreries dans le comportement de ceux qui vous entouraient ?» Le léger sourire de Crowne persista. « Monsieur Poirot, il n'était pas rare que les gens se trahissent inconsciemment. Anxiété, peur, voire culpabilité, on le remarque si l'on y prête attention. Mais je ne suis pas là pour accuser, je me contente d'observer. » Le regard de Poirot s'anima d'un éclair. L'observation est certes un art. Pourtant, l'observation seule peut dissimuler autant qu'elle révèle. Il faut être prudent. On ne sait jamais ce que les yeux cherchent à cacher. Le dernier groupe de suspects s'est avéré plus complexe. Adrian Clay, l'ancien associé, a manifesté une agitation visible. Monsieur Clay, les désaccords commerciaux peuvent faire bien plus que rompre des contrats. Ils peuvent me blesser profondément, dit Poirot avec délicatesse. Y avait-il, peut-être, des tensions entre vous et le défunt ? Clay jouait nerveusement avec la chaîne de sa montre de poche. Victor et moi, oui, il y a eu des disputes, mais rien qui justifie ça, je le jure. Poirot remarqua le tressaillement des lèvres, le fugace mouvement des yeux. Ah, les petits mouvements, si souvent révélateurs, n'est-ce pas ? Nous les examinerons attentivement. Madame Eugenia Forsyth arriva ensuite, son air sardonique demeurant imperturbable face à cette scène macabre.
Monsieur Poirot, la vie est pleine d'irrégularités. Certaines, on les remarque, d'autres, on les ignore. Victor, il s'est fait des ennemis, c'est tout ce qu'il faut savoir. Mais je ne dévoilerai pas mes soupçons, d'autres sont peut-être plus loquaces. Poirot esquissa un sourire. Ah, la subtilité de l'insinuation. Il faut peser soigneusement, mes amis, la différence entre ce qui est dit et ce qui est suggéré. Enfin, le calme imperturbable du colonel Percival St. John contrastait fortement avec les tremblements des autres. Colonel, dit Poirot, vous êtes un homme habitué à la discipline. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'anormal? La voix grave du colonel résonna. J'ai observé les comportements. Il est vrai que les apparences peuvent être trompeuses. Je ne peux prétendre à aucune certitude, mais le calme imperturbable n'est pas nécessairement synonyme d'innocence. Poirot acquiesça, enregistrant chaque réponse. Les premiers interrogatoires étaient terminés, et pourtant, il avait déjà glané bien plus d'informations que n'importe quel observateur non averti n'aurait pu le soupçonner. Chaque micro-expression, chaque pose, chaque regard fuyant était un indice. Il recula d'un pas, les mains jointes dans le dos, son regard balayant l'assemblée. Mes amis, je ne parle pas à la légère. Le coupable est parmi nous. Et bien que chacun cherche à dissimuler, le cœur humain, dans sa duplicité, laisse des traces. Nous verrons comment les petites cellules grises éclairent la vérité et comment le mensonge ne résiste pas à l'examen. Hastings, carnet à la main, murmura « Poirot, vous en savez déjà plus que vous ne l'avez révélé ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « Mon ami, on ne dévoile pas la solution avant que toutes les pièces du puzzle ne soient correctement placées. La patience, oui, la patience est le meilleur atout du détective. Observez attentivement, écoutez attentivement. La vérité est là, dans les nuances des mots, les gestes fugaces, et dans la peur même qui étreint le coupable. » Au fil de la soirée, Poirot poursuivit son observation attentive, se déplaçant silencieusement parmi les invités. Chaque conversation, chaque échange poli lui offrait des bribes d'informations. Personne ne remarqua les regards furtifs qu'il échangeait avec Hastings, ni les quelques notes griffonnées discrètement dans un carnet. Pourtant, sous le vernis de l'élégance et de la courtoisie, une tempête de secrets, d'ambition et de rancune grondait. Le meurtre commis, sous le plancher de la salle de bal, n'était pas un simple crime d'opportunité. C'était une mise en scène subtile et précise, destinée à dissimuler son véritable instigateur. Poirot, grâce à son don exceptionnel pour percevoir l'invisible, commençait à démêler les chevaux fil après fil. À la fin de la soirée, les premiers interrogatoires n'avaient pas révélé le coupable, mais les grandes lignes de l'énigme, qui craignait qui convoitait quoi, qui avait un mobile mais n'en avait pas l'occasion, et qui, par une habile manœuvre, cherchait à induire en erreur. Les pièces du puzzle étaient éparpillées, mais l'esprit de Poirot tissait déjà le réseau complexe de déduction qui, avec le temps, dévoilerait la vérité. La salle de bal, désormais silencieuse hormis quelques murmures et le tintement occasionnel d'un verre, au loin, semblait suspendue dans l'attente. Dehors, les lampes projetaient de longues ombres sur la cour pavée, comme si la nuit elle-même était complice. À l'intérieur, Poirot se tenait là, serein, vigilant et calculateur, pleinement conscient que le jeu avait commencé et que la nature humaine, avec toute sa subtilité et sa ruse, lui offrirait à la fois les défis et les indices nécessaires à la résolution de l'énigme. Chapitre 4. La première fausse piste. Le lendemain matin, l'atmosphère était empreinte de calme à Astor House. La façade fastueuse et joyeuse qui avait masqué les tensions de la veille paraissait désormais presque ironique. Les fenêtres étaient fermées, les volets entr'ouverts, et l'agitation habituelle des domestiques s'était apaisée, leurs mouvements prudents et hésitants. Les invités demeuraient à l'intérieur, contraints par les circonstances, et peut-être aussi par une entente tacite. Partir risquait de compromettre le bon déroulement de l'enquête. Hercule Poirot, fidèle à sa routine matinale exécutée avec une précision méticuleuse, était assis dans le bureau de Lady Helena. La douce lumière du matin soulignait les plis impeccables de son costume gris. Il relisait attentivement ses notes de la veille, repassant en revue chaque observation, chaque micro-expression, chaque nuance subtile de sa voix. À ses côtés, Hastings griffonnait frénétiquement, notant les commentaires de Poirot, peinant souvent à suivre le rythme de la pensée rapide et méthodique du détective. « Mon ami, dit Poirot en tapotant du doigt son caquémois à son carnet, considérez encore une fois la scène. Des portes verrouillées, une lame de parquet déplacée, une méthode des plus inhabituelles.
Le coupable est intelligent, mais pas infaillible. Aucun détail n'est insignifiant. Même ce qui semble sans importance peut révéler la vérité. Hastings acquiesça. Oui, mais pour le moment, tout semble confus. Tout le monde avait un mobile, mais personne n'en a eu l'occasion. Du moins, c'est ce qu'il paraît. Exactement, Hastings, répondit Poirot, un léger sourire aux lèvres. Et c'est là toute la beauté de l'esprit méthodique. Car lorsque l'esprit ne s'agite pas, les petites cellules grises, dans leur intelligence tranquille, révèlent le chemin caché. Le premier visiteur de la journée fut l'inspecteur Devlin de Scotland Yard. Homme sérieux, quoique conventionnel dans son approche du crime, il affichait une grande confiance, persuadé que l'affaire se résoudrait grâce aux procédures habituelles. « Poirot, dit Devlin d'un ton sec en serrant la main du détective belge, nous avons recueilli les dépositions, examiné les lieux et interrogé chaque invité. Il y a une personne dont le comportement semble particulièrement suspect. » Il tapota le registre qu'il tenait à la main, jetant un coup d'œil à Hastings. Sir Geoffrey Linton, il était le plus proche de la victime, nerveux, bégayant, tremblant, difficilement crédible en témoin innocent. Poirot observa Devlin en silence, les mains jointes. « Oui, je suis conscient de sa nervosité. Mais réfléchissez, mon ami, la nervosité est-elle une preuve de culpabilité ou simplement une réaction naturelle à un événement soudain et choquant? Le monde est plein de gens qui tremblent de peur sans pour autant commettre de crime. » Devlin fronça les sourcils, impatient. « Nous avons cerné les faits, Poirot. Il avait un mobile, la proximité et une pause inexpliquée dans son récit. Nous comptons l'interroger à nouveau, en privé. » Les petits yeux de Poirot brillaient, bien que son expression restât calme. « Ah, une première fausse piste, peut-être. Il faut toujours être prudent, car le suspect le plus évident est parfois le moins coupable. Observons attentivement, sans préjugés, et voyons ce qui se passe. » En milieu de matinée, Sir Geoffrey fut convoqué dans un salon attenant, escorté par l'inspecteur Devlin et flanqué de Poirot et Hastings. La tension était palpable. Le mobilier en acajou poli et les murs dorés contrastaient de fortement avec l'anxiété qui semblait imprégner l'air. « Monsieur Geoffrey, commença Poirot, je souhaite comprendre pleinement le déroulement des événements de votre point de vue. Vous avez été très coopératif, mais il subsiste des zones et des zones d'ombre. Peut-être pourrons-nous les éclaircir ensemble. » Sir Geoffrey déglutit, ses mains se crispant et se relâchant. « J'ai tout dit. J'étais près de la victime, oui. Je l'ai vu parler avec Monsieur Crone, et puis le cri, c'est tout. » Sa voix se brisa légèrement. Poirot hocha lentement la tête. « Oui, oui, mais le moment précis où le cri s'est produit, ainsi que vos actions juste avant et juste après, sont cruciaux. Vos gestes précis, mon ami, nous aideront à comprendre ce qui s'est passé et pourraient vous révéler des incohérences. » Hastings murmura quelque chose à Poirot, qui se contenta d'incliner la tête. Le regard de Poirot se reporta ensuite sur Sir Geoffrey. « Réfléchissez bien, Sir Geoffrey. Y a-t-il eu des moments, même brefs, où vous étiez seul? Une occasion d'agir, sans être observé ?» Sir Geoffrey secoua la tête avec véhémence. « Non, absolument pas, je le jure. » Pourtant, la pâleur de son visage et le léger tremblement de sa voix trahissaient une véritable détresse. Poirot se pencha légèrement en avant dans un geste à la fois doux et précis. « Et pourtant, mon ami, la détresse se confond souvent avec la culpabilité. Examinons les faits et laissons la raison plutôt que la peur nous guider. » Pendant 1 heure, Poirot interrogea Sir Geoffrey avec douceur, reprenant chaque déclaration, sondant chaque hésitation. Pourtant, malgré l'assurance de l'inspecteur, Poirot restait perplexe. Il y avait certes de la nervosité, mais aucun indice subtil, aucune micro-expression, aucun geste involontaire ne le liait sans équivoque à l'acte. En fin de matinée, l'inspecteur Devlin commençait à s'impatienter. « Poirot, vous ne pouvez pas me dire que cet homme est innocent. Sa proximité, son agitation, tout le désigne comme coupable. » Poirot croisa les mains avec sérénité. « Mon ami, il ne m'appartient pas de m'alarmer au moindre bruit. Il faut distinguer l'apparence de l'essence. Le témoignage du cœur, de l'esprit, est plus révélateur que les tremblements du corps. Nous devons attendre la suite des événements. La patience est essentielle. » La première fausse piste sembla gagner du terrain aux yeux des autres invités. Des murmures se répandirent dans les couloirs. Sir Geoffrey était soupçonné. Certains acquiescèrent discrètement. D'autres évitèrent d'éguetter le regard.
craignant d'être pris dans l'engrenage des accusations. Même Lady Helena paraissait incertaine, jetant sans cesse des coups d'œil vers le salon où son invité était interrogé. Pourtant, l'intuition de Poirot lui disait le contraire. Tandis qu'il paraissait patient et pensif en apparence, il notait intérieurement chaque détail. De petites incohérences dans les déclarations, des contradictions subtiles et surtout l'absence de tout comportement véritablement incriminant. Dans l'après-midi, une découverte mineure semblait confirmer la théorie de l'inspecteur Devlin. Une empreinte de pas partiellement effacée fut trouvée près de la lame de parquet déplacée. L'examen médico-légal, aussi rudimentaire fut-il selon les critères de Poirot, amena l'inspecteur à conclure que Sir Geoffrey avait laissé cette marque par inadvertance. Poirot l'examina attentivement, ses doigts gantés en suivant les contours sans altérer la délicate empreinte. « Ah, une empreinte de pas, murmura-t-il. Et pourtant, remarquez l'orientation, la profondeur, la façon dont la pression est exercée. Il faut se demander, Hastings, si cette trace est un véritable indice de culpabilité ou simplement une malheureuse coïncidence. » Hastings fronça les sourcils. « Ça semble accablant, non ? Je veux dire, à qui d'autre cela pourrait-il appartenir ?» Poirot secoua légèrement la tête. « Mon cher, le raisonnement humain est souvent trop hâtif. Il faut regarder au-delà des apparences, au-delà de la première impression. Observer attentivement, noter chaque anomalie, les petites cellules grises mais ne se trompent jamais si on leur en laisse le temps. » Le soir venu, la tension était palpable dans la maisonnée. Les domestiques chuchotaient derrière les portes closes, les invités murmuraient dans les coins. Sir Geoffrey, sous la pression croissante de l'inspecteur Devlin, paraissait de plus en plus anxieux, un portrait classique de l'homme pris au piège des soupçons. Poirot, cependant, garda son sang-froid. Il laissa l'inspecteur mener son enquête, appliquer la logique conventionnelle, tandis que lui-même travaillait discrètement, observant les réactions, notant les comportements et reliant des éléments invisibles à l'œil nu. Alors que la journée touchait à sa fin, Hastings se pencha vers Poirot. Il est suspecté, Hercule. L'inspecteur pense que l'affaire est presque résolue. Les petits yeux de Poirot pétillaient, bien que son expression restât calme et posée. Hastings, ne vous fiez pas aux apparences. Le premier suspect est souvent une fausse piste. Observez attentivement, écoutez avec attention et tenez compte non seulement de ce qui est dit, mais aussi de ce qui n'est pas dit. La vérité, mon ami, est cachée sous des couches, comme les planches du plancher elles-mêmes. En effet, le sourire discret de Poirot laissait entendre que, si l'inspecteur pensait la piste dégagée, le véritable mystère ne faisait que commencer à se dévoiler. La première fausse piste était en place, un leurre soigneusement élaboré, fruit des circonstances et de la peur, et quelque part, dans la tension palpable de la demeure Astor, le véritable coupable agissait dans l'ombre, dissimulant ses intentions sous un masque de politesse et de sollicitude. Comme Poirot le savait, le jeu ne faisait que commencer. Le cœur humain, avec sa capacité à la tromperie, à l'orgueil, à la peur et à l'ambition, finirait par se révéler. Et alors, ces petites cellules grises éclaireraient la vérité d'une clarté qu'aucune enquête conventionnelle ne saurait atteindre. Chapitre 5. Le jeu psychologique. Le lendemain matin, l'atmosphère à Astor House était chargée d'une tension palpable. La première fausse piste, la culpabilité apparente de Sir Geoffrey Linton, dominait les conversations des invités, mais Poirot restait imperturbable, observant discrètement, tandis que d'autres tiraient des conclusions hâtives. Les frémissements de peur, les regards furtifs, les ajustements nerveux des cols et des poignets, voilà le véritable terrain de son enquête. « Observez, Hastings, dit Poirot, debout près du grand escalier, le cœur humain est le plus révélateur lorsqu'il se croit à l'abri des regards. Inutile d'interroger longuement chaque personne, il suffit d'observer, d'écouter et de manipuler avec une infinie subtilité. C'est tout l'art du jeu psychologique. » Hastings haussa un sourcil. « Manipuler ? Vous voulez dire provoquer quelqu'un pour qu'il se dévoile ?» Poirot esquissa un sourire. « Il ne faut pas provoquer, mon ami. On ne frappe pas directement une ombre. On se contente de modifier la lumière, d'observer la réaction et de noter ce qui tremble dans l'obscurité. » La première démarche de Poirot fut subtile. Tout au long de la matinée, il invita plusieurs convives, un, à des conversations en apparence anodines dans le salon. Là, sous un vernis de politesse, il testa leurs réponses, nota les incohérences et observa le moindre tressaillement des yeux ou des lèvres. Il commença par Béatrice Langlais,
la jeune héritière dont l'énergie nerveuse n'était pas passée inaperçue. Mademoiselle, dit Poirot en désignant un siège près du feu, hier vous avez évoqué le malaise de monsieur Crowne. Dites-moi, comment vous l'avez-vous perçu, anxieux ou simplement pensif? Béatrice hésita, se mordant la lèvre inférieure. Je ne peux pas en être certaine, il semblait perturbé, peut-être coupable. Je l'ai seulement mentionné parce que cela m'a paru étrange. Poirot se pencha légèrement en avant, sa voix douce, mais son regard pénétrant. Ah, la culpabilité est un mot fort, mais même l'innocence peut trembler sous le coup du soupçon. Dites-moi, quels étaient vos propres sentiments à ce moment-là? La main de Béatrice tressaillit, presque imperceptiblement. La peur, je suppose. Je ne souhaitais faire de mal à personne, et pourtant, je craignais ce que j'aurais pu négliger. Exactement, dit Poirot d'une voix douce. La peur révèle la vérité autant que les mensonges la dissimulent. Remarquez, Hastings, la légère tension de sa main, le léger tremblement. Elle est sincère. Pourtant, la sincérité seule n'exclut pas la peur du coupable. La conversation suivante de Poirot eut lieu avec Adrian Clay, dont l'agitation précédente avait attiré son attention. Monsieur Clay, commença Poirot d'un ton conversationnel, les affaires, comme vous le savez, sont souvent compliquées. Des accords conclus, des accords rompus, de la confiance accordée et trahie, cela peut provoquer des émotions fortes. Et des émotions fortes peuvent influencer les actions, n'est-ce pas? Les yeux de Clay se plissèrent, sa mâchoire se crispa. Vous insinuez que j'ai agi contre monsieur Armitage? Poirot inclina poliment la tête. Je n'insinue rien, j'explore simplement les subtilités du comportement humain. Dites-moi, quand vous avez appris la tragédie, quelles ont été vos pensées? Les mains de Clay se crispèrent, puis se relâchèrent. Je pensais que c'était impossible. Je n'ai rien fait. Je le jure, je ne suis pas un meurtrier. Poirot scrutait les moindres gestes, le fait d'éviter le regard, le léger tressaillement d'un doigt, peut-être, mais même la culpabilité peut être feinte. Pourtant, il y a toujours des failles dans les apparences. Patience, Hastings, observation, et l'esprit finira par se dévoiler. Poirot porta ensuite son attention sur Alistair Crowne, l'écrivain calme et posé qui semblait presque trop détaché pour être digne de confiance. « Monsieur Crowne, dit Poirot tandis qu'il longeait la véranda, vous avez le sens de l'observation, n'est-ce pas? Vous remarquez le moindre détail, le plus léger tressaillement, le plus discret soupir, et pourtant, révélez-vous toujours ce que vous remarquez? » Crowne esquissa un sourire. « On ne dévoile pas tout, cela gâcherait l'histoire, n'est-ce pas? » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, mais parfois l'histoire se révèle non par les mots, mais par les réactions. Observez. L'âme humaine est rarement aussi perspicace qu'elle le croit. Le masque finit par tomber, même chez les plus aguerris. » Crowne conserva son sourire, mais un léger resserrement autour de ses yeux suggéra qu'il comprenait la délicate question. « Je suppose que nous verrons bien, monsieur Poirot. » Poirot engagea ensuite la conversation avec madame Eugenia Forsyth. L'esprit mordant et sarcastique de la veuve n'avait pas faibli après le meurtre, mais le calme de Poirot semblait même la déstabiliser. « Madame Forsyth, dit-il d'un ton léger, vous avez l'habitude de cerner les gens, n'est-ce pas? Et pourtant, même les plus perspicaces peuvent de négliger de petits détails. Dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose hier qui pourrait autrement passer pour insignifiant? » Forsyth haussa un sourcil en joignant les mains. « Monsieur, dans une pièce pleine de monde, les futilités abondent. Certaines attirent l'attention, d'autres non. Le secret est peut-être de savoir ce qui est important. »« Exactement, » répondit Poirot en hochant la tête. « Et parfois, ce qui paraît insignifiant est le plus révélateur. Observez, Hastings, la légère hésitation dans ses paroles. Elle est subtile, presque imperceptible, et pourtant elle trahit une connaissance qui dépasse ce qu'elle laisse paraître. La dernière conversation de Poirot ce matin-là fut avec le colonel Percival St. John. L'officier à la retraite avait conservé son calme, mais même lui n'était pas à l'abri de subtiles pressions. Colonel, dit Poirot tandis qu'il traversait la bibliothèque, la discipline apprend à un homme à garder son sang-froid. Pourtant, les émotions, lorsqu'elles sont mises à l'épreuve, se trahissent. Lorsque vous avez appris la mort de monsieur Armitage, qu'avez-vous ressenti? Le visage du colonel demeura impassible, mais une légère crispation autour de ses yeux trahissait sa retenue. J'éprouvais de la tristesse, bien sûr, mais aussi de la curiosité. Il faut savoir évaluer la situation rationnellement avant de tirer des conclusions hâtives. Poirot inclina la tête. « Oui,
Mais observez, Hastings, même la rationalité peut masquer l'incertitude. Le cœur humain est rarement simple. Et dans ses complexités, t'avancies. La vérité se cache souvent. Au fil de la journée, les subtiles manipulations de Poirot devinrent évidentes. Il laissa se répandre les rumeurs concernant la culpabilité supposée de Sir Geoffrey, observant attentivement les réactions. Les invités, d'abord prudents, commencèrent à manifester un certain malaise, certains trop prompts à commenter, d'autres prudemment silencieux. Poirot nota qui s'empressait de condamner, qui évitait toute discussion et qui semblait véritablement perplexe. Il testa également les réactions par des remarques indirectes. Une remarque anodine sur des désaccords commerciaux fit serrer les dents d'Adrian Clay. Une allusion à l'observation fit naître une lueur de compréhension dans les yeux d'Alistair Crowne. Lady Helena laissa transparaître un léger trouble à l'idée que même les amis les plus proches puissent en cacher des intentions. « Observez, Hastings », murmura Poirot tandis qu'il les observait depuis un coin tranquille du salon. Les coupables se croient souvent malins, et pourtant, la moindre suggestion, la remarque la plus indirecte, peut éveiller la peur. Il suffit d'attendre et d'observer. Le jeu psychologique est ce qui est le plus efficace lorsque les coupables agissent sous l'emprise de leur propre peur. Hastings griffonnait des notes frénétiquement. « Tu es en train de transformer la maison elle-même en scène, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Poirot avec un léger sourire. « Et chaque invité est un acteur, parfois conscient, parfois inconscient. La vérité n'émerge pas par la force, mais par une observation subtile, par la danse des comportements humains sous pression. » Le soir venu, les subtiles manipulations commencèrent à porter leurs fruits. Les invités étaient de plus en plus mal à l'aise, la suspicion circulant comme un courant silencieux et invisible. La première fausse piste, Sir Geoffrey Linton, restait au centre de l'attention, mais les observations attentives de Poirot laissaient de penser qu'il n'était qu'un pion dans un complot bien plus complexe. Poirot, assis tranquillement auprès d'Hastings, repensait à sa journée. Chaque regard, chaque hésitation, chaque micro-expression était une pièce du puzzle. Le jeu psychologique était lancé, et avec patience et une observation méticuleuse, le véritable coupable finirait par se révéler, non par des aveux, mais par l'inéluctabilité même de la nature humaine. Le meurtre perpétré sous le plancher de la salle de bal avait déclenché une série de réactions subtiles et inextricablement liées. La maison, les invités Cabos, la fausse piste, tout était un instrument de la stratégie que Poirot mettait en œuvre. Et quelque part, dissimulé derrière des sourires polis et des paroles mesurées, le meurtrier agissait, ignorant que le jeu psychologique avait commencé et que chaque frémissement de peur, chaque lueur de culpabilité était consigné avec une précision implacable. Chapitre 6. Un autre crime ou une révélation majeure. Le lendemain soir, Astor House avait de nouveau changé d'atmosphère. La tension de la veille était toujours présente, au contraire, elle s'était intensifiée, se propageant dans les couloirs et les salons comme un serpent silencieux. Les invités chuchotaient dans les recoins, leurs voix étouffées chargées de spéculations. Même les domestiques, d'ordinaire efficaces et discrets, se déplaçaient avec une précaution presque conspiratrice. L'air était chargé d'une énergie palpable, comme si une force invisible pressentait un nouveau rebondissement dans le drame qui se déroulait. Poirot, imperturbable, demeurait dans le salon, observant en silence. Hastings, carnet à la main, s'efforçait de saisir le subtil mélange de peur, de suspicion et de curiosité qui se lisait sur les visages des invités. « Mon ami, murmura Poirot, le jeu psychologique se poursuit, mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des circonstances. Souvent, l'événement suivant n'est pas simplement une révélation, mais un catalyseur conçu par le destin ou, peut-être par une intention humaine, pour faire éclater la vérité au grand jour. » Avant qu'Hastings ne puisse répondre, une agitation se fit entendre dans le couloir. Des pas précipités et irréguliers résonnèrent, suivis de la voix aiguë et angoissée d'une servante. « Mademoiselle Langley, elle a disparu. Elle était dans sa chambre et maintenant elle a disparu. » Un silence pesant s'abattit sur les invités. Lady Helena, pâle et tremblante, serrait ses perles contre elle, tandis que l'expression de Sir Geoffrey Linton, d'une culpabilité persistante, laissait place à une réelle inquiétude. Les petits yeux de Poirot, en revanche, brillaient d'un calcul discret. « Très bien, dit-il en se levant avec un calme délibéré, évaluons la situation. La disparition de mademoiselle Langley n'est pas un simple accident. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un événement important. Observez, Hastings,
Comment la peur révèle les vérités cachées du caractère. Poirot conduisit les invités et quelques domestiques vers la chambre de l'héritière disparue. La porte, verrouillée de l'intérieur, était intacte. La fenêtre était fermée, les rideaux tirés. Aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte, c'était comme si Béatrice Langlais s'était volatilisée. « Étrange, n'est-ce pas ?» murmura Poirot en s'agenouillant pour examiner la serrure. Aucune trace d'effraction, et pourtant l'occupant a disparu. Il y a, comme toujours, une logique derrière cette apparente folie, pour peu qu'on ait la patience d'observer attentivement. L'inspecteur Devlin arriva peu après, accompagné de 2 agents. Son expression mêlait irritation et incrédulité. « Poirot, nous avons maintenant 2 incidents. D'abord le meurtre, et maintenant une disparition. Cela complique encore davantage les choses. Sir Geoffrey, » Poirot leva une main gantée. « Patience, inspecteur. Observez non seulement les apparences, mais aussi les réactions. Chaque réponse, chaque hésitation, chaque geste est un indice. » L'attention de Poirot se porta sur la fenêtre. Le rebord portait de légères traces, mais elles ne correspondaient pas à des empreintes de pas. Il en suivit le contour du bout des doigts, remarquant la légère empreinte dans le tapis. Hastings, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle t'a été enlevée ?» demanda-t-il d'une voix basse. Les lèvres de Poirot se pincèrent. « Peut-être. Mais réfléchissez aux possibilités, une fuite volontaire, peut-être, la peur peut pousser à se cacher, ou la contrainte, pourtant, son comportement suggère une connaissance de la maison, de ses habitudes. Observez, Hastings, la disposition des meubles, le léger dérangement dans le couloir, subtil mais délibéré. » Les déductions de Poirot furent interrompues par une soudaine explosion de colère de Sir Geoffrey qui, quelques instants auparavant d'un calme nerveux, semblait maintenant presque paniqué. « Où est-elle » demanda-t-il. « Quelqu'un a forcément fait ça. Elle était près de l'aile ouest, je l'ai vue là pour la dernière fois. » Poirot le regarda de son regard précis et calculateur. « Ah, votre inquiétude est sincère, oui, mais une inquiétude sincère n'équivaut pas à la connaissance. Examinons plutôt les faits, point par point, sans nous précipiter sur des conjectures. » Hastings remarqua le changement d'atmosphère. Même ceux qui étaient auparavant calmes étaient désormais visiblement anxieux. Poirot, en revanche, se déplaçait avec le calme imperturbable d'un homme sûr de ses facultés intellectuelles. Il se tourna vers les invités restants. « Mes amis, je dois vous demander à chacun de me raconter où vous vous trouviez dans la maison au cours de la dernière heure. Chaque instant, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut révéler des informations cruciales. » Un à un, ils obtempérèrent. Les réponses du colonel Saint. John était Baccojave était mesuré, précise et disciplinée. L'esprit sardonique de Madame Forsyth dissimulait à peine son malaise. L'agitation d'Adrian Clay trahissait le conflit entre son calme apparent et une tension intérieure. Alistair Crowne conservait son imperturbable calme, même s'il laissait transparaître une légère tension autour des yeux. Poirot écoutait attentivement, son esprit tissant les différents fils narratifs en une trame provisoire. Il relevait les incohérences, petites mais significatives, des ellipses temporelles, des interactions négligées, de subtiles variations par rapport aux habitudes, tout était méticuleusement répertorié. Après plusieurs instants de tension, Poirot réunit de nouveau le groupe. « Observez, mes amis, les circonstances de la disparition de mademoiselle Langlais sont curieuses, certes, mais elles révèlent la structure de l'opportunité. Considérez l'agencement de la maison, les déplacements des personnes, la disposition des meubles et les indices subtils qui échapperaient à un observateur distrait. » Le regard de Poirot se porta sur Alistair Crowne et certaines réactions sont révélatrices, n'est-ce pas? Remarquez comme l'œil se plisse, la main hésite. Ce ne sont pas de simples réactions esthétiques, mais de véritables fenêtres sur l'esprit. Le sourire de l'écrivain persistait, mais même lui ne parvint pas à dissimuler une brève reconnaissance de ce point. Poirot reporta alors son attention sur la fenêtre, s'accroupissant près des faibles traces sur le rebord. Hastings observait. Ces marques ne sont pas celles d'une simple lutte. Elles suggèrent une connaissance, une intention, un plan exécuté avec une précision chirurgicale. Celui qui a déplacé mademoiselle Langlais est délibéré, intelligent et peut-être sûr de pouvoir rester invisible. Hastings fronça les sourcils. Cette disparition n'est donc pas aléatoire. Elle est calculée, un calcul précis, dit Poirot en se levant, et ce calcul s'inscrit dans une trame plus vaste. Le meurtre, la disparition.
Chacun est une note dans une symphonie de dessins humains. Nous devons écouter attentivement la musique des comportements, et non pas seulement le bruit de la panique. On frappa soudain à la porte, interrompant leur délibération. La servante, pâle et tremblante, entra, un télégramme à la main. Poirot le prit, déplia le papier et le lut en silence. Hastings se pencha en avant. Qu'est-ce que ça dit ? Le regard de Poirot demeura fixe, mais une légère ombre d'inquiétude traversa son visage. Mon Dieu, le message est bref, mais significatif. Il indique qu'un second crime, ou du moins un second malheur, s'est produit. Un précieux bijou de famille, un collier de diamants, a disparu du bureau privé de Lady Helena. Remarquez, Hastings, le moment, le schéma, la précision. Ces incidents sont liés par un dessein, et non par le hasard. Lady Helena s'exclama, horrifiée. Mon collier ? Impossible, il était sous clé. Qui a bien pu faire ça ? Le léger sourire de Poirot réapparut, empreint d'un calcul subtil. Ah, Lady Helena, tout à fait. La maison elle-même n'offre aucune échappatoire, et pourtant le coupable agit avec connaissance, sens de l'observation et audace. Observez Hastings. Comment la peur manipule le coupable et comment l'opportunité est souvent créée de toutes pièces par l'esprit des plus rusés. Le silence se fit dans la pièce, la tension palpable à mesure que la nuit s'avançait. Les invités échangeaient des regards nerveux, conscients que la situation s'était compliquée. Il ne s'agissait plus seulement d'un meurtre ou d'un suspect. Désormais, avec la disparition de mademoiselle Langlais et du collier de diamants, l'intrigue s'était intensifiée, entraînant chaque invité dans un tourbillon d'opportunités, de soupçons et de subtiles manipulations. Poirot, cependant, resta serein. Il se tourna vers Hastings, ses petits yeux perçants et brillants. « Le jeu s'intensifie, mon ami. Observe les changements, les failles dans le calme. Chaque réaction est un indice. Et le véritable coupable... Ah, oui, le véritable coupable se révélera bientôt, non par des aveux, mais par l'inévitable faiblesse du cœur humain. » Hastings acquiesça, son carnet désormais rempli d'observations. Le jeu psychologique, comme Poirot l'avait démontré, n'était plus subtil. Il était actif, implacable et précis. La nuit s'abattait sur Astor House telle une sentinelle vigilante. Dehors, la lune projetait une lueur argentée sur les jardins, tandis qu'à l'intérieur, les ombres semblaient s'étirer de façon anormale, comme pour atteindre les vérités cachées de la demeure. On sentait, dans chaque craquement de plancher et chaque murmure étouffé, que le décor était planté pour des révélations à venir. Dans le calme du salon, Poirot, assis les mains jointes, laissa converger les premiers fils de sa déduction. Chaque invité, chaque réaction, chaque détail apparemment insignifiant devenait une note essentielle dans la symphonie des comportements humains qui finalement démasquerait l'instigateur de ces crimes. Le meurtre perpétré sous le plancher de la salle de bal n'était que le début. À présent, avec la disparition et le vol qui s'ajoutaient à l'intrigue, la véritable nature du mystère se dévoilait. Et comme toujours, les petites cellules grises de Poirot étaient déjà à l'œuvre, déchiffrant l'énigme qui, avec le temps, révélerait le véritable responsable de tout cela. Chapitre 7. L'indice caché de Poirot. Le lendemain de la disparition de mademoiselle Langlais et du vol du collier de diamants de Lady Helena, un silence pesant régnait sur Astor House. Les invités se déplaçaient comme des ombres, le visage crispé par l'appréhension. Sir Geoffrey Linton, toujours suspecté, conservait un calme précaire, bien qu'une lueur d'anxiété dans ses yeux trahisse son trouble intérieur. Lady Helena oscillait entre peur et indignation, tandis que les autres invités étaient tendus, chacun ne sachant que révéler ou dissimuler. Hercule Poirot, quant à lui, affichait un calme et une précision imperturbables. Il s'était levé tôt, avait accompli sa routine matinale méticuleuse et s'était installé à la bibliothèque, Hastings, à ses côtés, passant en revue toutes ses notes, ses observations et les moindres détails recueillis au cours des 3 jours précédents. Chaque conversation, chaque geste, chaque hésitation était catalogué dans son esprit, prêt à être relié aux autres. « Observez, Hastings, » dit Poirot en tapotant du bout des doigts le bord de son carnet. « Les 2 derniers événements ne sont pas isolés. La disparition et le vol sont les fils d'une même tapisserie. Il faut trouver le fil conducteur, l'indice caché qui les unit. » Hastings se pencha, impatient mais prudent. « Et vous croyez l'avoir trouvé, Hercule ?» Les petits yeux de Poirot pétillèrent. « Peut-être, mon ami, mais c'est caché, subtil, et on le néglige facilement. Le regard des observateurs ordinaires passe à côté, se concentrant plutôt sur le chaos, les tremblements de peur, les contradictions évidentes. Pourtant, la vérité réside dans ce qui n'est pas immédiatement visible.
La première tâche de la matinée consistait à retourner sur les lieux du crime. Poirot et Hastings pénétrèrent avec une extrême prudence dans la salle de bal, désormais bouclée pour les besoins de l'enquête. Le parquet ciré luisait sous la faible lumière matinale, et Poirot s'accroupit près de la partie déplacée. « Hastings, murmura-t-il, remarquez l'angle de déplacement. On ne soulève pas une lame de parquet sans réfléchir. Observez les marques de rayures en dessous, délibérées, minutieuses, mais hâtives par endroits. Remarquez aussi l'absence de poussière sur certains bords. L'auteur de ces faits a agi en toute connaissance de cause, et pourtant il a laissé des traces subtiles que l'observateur distrait ignore. » Hastings se pencha en avant. « Vous croyez donc que quelqu'un a planifié cela méticuleusement ?» Poirot acquiesça. « Exactement. L'emplacement du plateau, le moment, tout suggère une préméditation. Mais la véritable ingéniosité réside dans la subtile diversion. Observez les empreintes près du mur ouest de la pièce, faibles, partielles, comme pour suggérer une présence sans confirmer l'identité. Une ruse habile, certes, mais pas infaillible. » L'attention de Poirot se porta sur la fenêtre, dont le rebord portait de légères traces de manipulation récente. Il leva une main gantée et en caressa les marques, avec une attention délibérée. Ah, la fenêtre, pas forcée, pas cassée. Pourtant, la présence d'empreintes digitales, combinée aux traces subtiles sur le sol et à la disposition des objets à l'extérieur, suggère le passage d'une personne connaissant bien la maison. Un domestique, peut-être, mais plus probablement quelqu'un qui se sent à l'aise dans les lieux. Hastings prenait des notes frénétiquement. Ce n'était donc pas un acte aléatoire, ni un simple accident, ou un acte opportuniste. Quelqu'un a planifié à la fois le meurtre et la disparition ? Poirot esquissa un sourire. Oui, mais il y a autre chose, Hastings. Quelque chose qui échappe à tous, sauf, bien sûr, à ceux dont le sens de l'observation est aiguisé. Plus tard, Poirot demanda à s'entretenir en privé avec Lady Helena. L'atmosphère dans son bureau était tendue. La lumière du soleil de l'après-midi éclairait le bureau ciré, soulignant l'anxiété de son visage. Lady Helena, commença Poirot, j'ai examiné la liste des visiteurs récents, leurs déplacements et leur accès à votre bureau privé. Je recherche un détail qui pourrait paraître insignifiant, mais qui est pourtant important. Dites-moi, qui, outre vous-même, avait la clé de votre bureau privé ? Lady Helena réfléchit un instant. Moi seul, Hercule, et ma femme de chambre, Anna, en cas d'urgence. Personne d'autre n'était autorisé à entrer. Poirot hocha lentement la tête. Ah, et pourtant le collier a disparu. Comment alors a-t-il pu disparaître sans que l'on s'en aperçoive ? Lady Helena fronça les sourcils. Je ne peux pas imaginer. Anna était loin du bureau, il était fermé à clé. Personne n'aurait pu... Les yeux de Poirot brillèrent, un léger sourire de satisfaction étirant sa moustache. Exactement. Voilà l'indice caché, Hastings. Observez. Absence d'effraction, connaissance des lieux, occasion savamment exploitée, le cœur s'emballe face à la peur, et pourtant, même les plus perspicaces peuvent être trahis par leur propre familiarité avec la routine. Hastings fronça les sourcils. Mais qui ? Il y en a plusieurs qui pourraient... Attendez, la servante, Anna, semble loyale, mais vous avez déjà évoqué la connaissance et la confiance. Et si c'était quelqu'un d'autre ? Poirot tapota légèrement son menton du doigt. Ah, précisément. Observez, Hastings, l'interaction entre le timing et le comportement. Les mouvements de chaque suspect ont été soigneusement enregistrés dans ma mémoire. L'un d'eux, en particulier, a révélé une combinaison de connaissances, d'opportunités et de subtiles tromperies, non seulement par les preuves, mais aussi par la conduite, les légères déviations, les micro-expressions, les hésitations à des moments inattendus. Poirot se leva et arpenta lentement le bureau. Considérez maintenant la suite des événements. Un meurtre sous le plancher de la salle de bal. La fausse piste de Sir Geoffrey, une tension psychologique palpable au sein de la maisonnée. La disparition de mademoiselle Langley. Le vol du collier. Chaque événement, délibéré, calculé. Chacun conçu pour induire en erreur, tout en laissant une trace subtile. L'indice caché, Hastings, réside dans ce schéma. Une seule personne avait à la fois l'opportunité et les connaissances nécessaires pour orchestrer ces événements avec une telle apparente coïncidence. Hastings griffonnait frénétiquement. Ce ne sont donc pas les suspects les plus évidents, ceux que tout le monde surveille, mais quelqu'un qu'on a négligé. Poirot acquiesça. Oui, on est souvent attiré par les gestes les plus théâtraux, les manifestations de peur les plus bruyantes, les contradictions les plus flagrantes. Pourtant,
Le véritable artisan d'une telle machination est celui qui se fond dans la masse, qui observe en silence et qui agit avec une précision calculée. Observez, Hastings. Ce sont souvent les petits détails facilement négligés qui révèlent nos veulent le plus. Poirot conduisit ensuite Hastings dans le couloir de l'aile ouest, devant la chambre où Béatrice Langlais avait disparu. Il s'accroupit près d'une légère marque dans la moquette, à peine perceptible dans la lumière déclinante. Remarquez, Hastings, les légers décalages du bord du tapis. Ces marques indiquent une extraction minutieuse, délibérée, mais conçue pour paraître accidentelle. Seul quelqu'un connaissant bien la disposition de la maison aurait pu réaliser une telle chose. Hastings jeta un regard nerveux autour de lui. Le coupable est donc intelligent, incroyablement intelligent. Les yeux de Poirot brillèrent de satisfaction. Astucieux, certes, mais pas au-delà des capacités d'observation, de raisonnement et de patience de nos petites cellules grises. Il nous faut maintenant rassembler les indices, faire converger les observations et réunir les habitants de la maison. Lorsque tout sera révélé, l'indice caché éclairera le chemin de la vérité. De retour au salon, Poirot marqua une pause, observant les visages des invités réunis dans une anxiété contenue. Chaque mouvement, chaque regard, chaque tic nerveux, chaque changement de posture était désormais une clé de l'énigme. La première fausse piste avait été écartée, le jeu psychologique avait progressé. Et maintenant, grâce à une observation attentive, l'indice caché avait émergé. Un fil invisible reliant meurtre, disparition et vol. Poirot s'assit calmement, comme si de rien n'était, le visage serein et impassible. Hastings, à ses côtés, murmura « Vous êtes certain du lien, n'est-ce pas ?» Le sourire discret de Poirot était mesuré, précis. Certain, Hastings. Autant qu'on peut l'être quand les petites cellules grises ont tracé le chemin invisible. À présent, patience. Et observation apporteront les révélations finales. Dehors, les ombres s'allongeaient sur les pelouses impeccables, comme si la maison elle-même retenait son souffle. À l'intérieur, les invités restaient mal à l'aise, chacun sous le regard discret d'autrui, et quelque part, dissimulé parmi eux, le coupable se déplaçait avec une assurance tranquille, ignorant que le piège se refermait inexorablement sur eux. Le décor était planté pour le dénouement ultime, où chaque fil de mensonge, chaque mobile soigneusement dissimulé et chaque indice subtil allait converger. L'indice caché de Poirot n'était pas un simple objet ou une découverte anodine, c'était le schéma, le rythme des comportements, la conjonction de l'opportunité et des connaissances. Et lorsque ce schéma serait révélé, l'identité du véritable coupable se dévoilerait avec une clarté indéniable. Le meurtre commis sous le plancher de la salle de bal avait entraîné une disparition et un vol, mais Hastings savait que le dénouement restait à venir, et Poirot, serein, patient et méthodique, s'était placé au cœur de tout cela, prêt à révéler la vérité que le cœur humain s'était si habilement efforcé de dissimuler. Chapitre 8. Le rassemblement final. Le soleil couchant avait décliné, projetant de longues ombres sur Astor House. Les invités se rassemblèrent dans la salle de bal, théâtre même du crime originel, désormais transformé en scène de révélation. Le parquet ciré luisait, les lustres scintillaient faiblement et les lourds rideaux étaient tirés, coupant les bruits extérieurs. Chaque invité arrivait avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Certains échangeaient des regards prudents, conscients que l'heure de vérité avait sonné. Poirot entra en dernier, se déplaçant avec sa précision habituelle, ses petits souliers noirs claquant doucement sur le sol. Les mains jointes, son expression sereine n'en était pas moins autoritaire. Hastings, à ses côtés, sentit la tension monter dans la pièce jusqu'à devenir palpable. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix claire et posée, « merci de vous être réunis si rapidement. Les événements de ces derniers jours ont été des plus troublants. Pourtant, nous ne devons pas laisser la peur, les suppositions ou les ragots nous guider. Le cœur humain, lorsqu'on le met à l'épreuve, révèle ses secrets. Et ce soir, nous les dévoilerons, pas à pas. » Il désigna du doigt les invités réunis. Sir Geoffrey Linton, pâle mais impassible. Lady Helena, serrant ses perles. Le colonel St. John, droit et alerte. Madame Forsyth, calme mais visiblement mal à l'aise. Adrian Clay, agité. Alistair Crowne, observateur et froid. Et enfin, les domestiques anxieux et tremblants qui avaient été entraînés malgré eux dans ces événements. Les petits yeux perçants et calculateurs de Poirot balayèrent quand la pièce. Nous commençons, comme toujours, par le meurtre commis sous le plancher de la salle de bal.
un acte violent et tragique, soudain et pourtant méticuleusement exécuté. Or, le premier suspect, Sir Geoffrey Linton, comme nous l'avons constaté, était une fausse piste. Sa nervosité, sa proximité n'étaient pas des preuves de culpabilité, mais la réaction naturelle d'une personne soupçonnée. Sir Geoffrey se détendit légèrement, visiblement, mais le regard de Poirot resta fixe, reconnaissant sans cérémonie la vérité de son innocence. Maintenant, poursuivit Poirot, penchons-nous sur la disparition de mademoiselle Langley. La disparition soudaine d'une jeune femme, sujet de vive inquiétude, semblait au premier abord un incident isolé. Pourtant, à y regarder de plus près, on constate qu'elle est liée au même esprit qui a orchestré le crime initial. Observez, mes amis, comment l'opportunité et la connaissance des lieux se conjuguent. Seul un individu aurait pu agir avec une telle précision, tout en laissant des traces tarpes subtiles, volontairement trompeuses, mais révélatrices pour un œil attentif. Tous les regards se tournèrent nerveusement dans la pièce. Le visage de Lady Helena était pâle, mais son regard était perçant, consciente que Poirot se rapprochait désormais de la vérité. Poirot marqua une pause, les mains jointes. Le vol du collier de diamants, dérobé dans un bureau fermé à clé, sans aucune trace d'effraction, confirme une fois de plus le mode opératoire. Notez que seul l'un d'entre vous possédait les connaissances, les moyens et la subtilité nécessaires pour accomplir ces actes sans être immédiatement repéré. Pourtant, même la planification la plus minutieuse ne peut échapper à une observation éclairée par la raison. Hastings murmura entre ses dents, il fait monter la tension lentement, presque comme une symphonie. Poirot hocha légèrement la tête, les yeux pétillants. Oui, Hastings, et comme dans une symphonie, chaque note, chaque silence a son importance. Observez attentivement. Vous tous, le schéma se dégage de la combinaison des mouvements, des gestes et des petites incohérences de comportement. Poirot reporta ensuite son attention sur Alistair Crowne, dont le calme était resté imperturbable tout au long de l'enquête. Monsieur Crowne, vous, peut-être plus que quiconque, appréciez l'observation et la subtilité. Or, la subtilité est une arme à double tranchant. L'esprit le plus perspicace peut se révéler dans les plus infimes détails, l'hésitation de la main, le tressaillement imperceptible, l'accélération du pouls. Le regard de Crowne croisa celui de Poirot, mais une lueur d'inquiétude traversa son expression. Poirot se tourna vers les autres invités. « Observez, mes amis, chacun d'entre vous a été soumis à ce jeu psychologique. Vous avez éprouvé de la peur, de la suspicion, du doute. Ces réactions, bien qu'apparemment insignifiantes, en disent de long sur le caractère, les connaissances et les opportunités. Et de ces réactions, combinées à une observation attentive des événements, une seule vérité se dégage. Il se déplaça lentement vers le centre de la pièce, étendant les mains pour embrasser l'assemblée. Considérez la suite des événements. Le meurtre sous le plancher de la salle de bal, les soupçons infondés portés sur Sir Geoffrey, la disparition de mademoiselle Langley et le vol du collier de Lady Helena. Chaque événement a été orchestré pour tromper, et pourtant chacun porte la trace subtile de l'esprit qui les a conçus. Une seule personne possédait l'audace, la connaissance des lieux et la familiarité avec le comportement d'autrui nécessaires pour exécuter un tel plan. Poirot marqua une pause, laissant le poids de ses paroles imprégner la pièce. Un silence se fit, seulement troublé par le tic-tac discret d'une horloge au loin. « Voici maintenant l'indice caché, » poursuivit Poirot d'une voix basse mais autoritaire. Un détail qui échappe à tous, sauf à l'observateur le plus attentif. De faibles traces près de l'aile ouest, des tapis déplacés avec soin, le timing précis des mouvements, rien de tout cela n'est dû au hasard. Cela révèle un esprit sûr de lui, érudit et méticuleux. On ne peut agir avec une telle prévoyance sans comprendre l'agencement de la maison et le comportement de ses habitants. Le regard de Poirot parcourut à nouveau la pièce, s'attardant un instant sur chaque visage. Celui qui a orchestré ces événements l'a fait pour détourner l'attention, pour détourner les soupçons, pour manipuler la peur. Pourtant, le cœur humain, même sous le masque du calme, trahit la vérité. Observez, mes amis, les signes de tension, les contradictions subtiles, les moindres écarts par rapport au comportement habituel. Il marqua une nouvelle pause, joignant soigneusement les mains. Et donc, mes amis, le moment est venu de nommer celui dont les actions ont guidé ces événements avec une telle ruse, mais dont les trahisons subtiles ont révélé la vérité. Un frisson discret parcourut les invités. Lady Helena serra plus fort ses perles, le colonel St. John garda une posture rigide, les lèvres de Madame Forsyth se pincèrent,
et Sir Geoffrey se redressa, ignorant que la levée des soupçons ne marquait pas encore la fin de l'épreuve. Poirot se pencha légèrement en avant, les mains posées sur le dossier d'une chaise, les yeux pétillants. L'individu qui, seul, possédait les connaissances, l'opportunité et la subtilité nécessaires pour orchestrer meurtre, disparition et vol, n'est autre que Alistair Crowne. Des soupirs d'étonnement parcoururent dire la salle de bal. La façade imperturbable de Crowne vacilla légèrement. Poirot poursuivit, d'une voix calme mais implacable. « Monsieur, vous connaissiez les habitudes de la maison, le comportement des invités et la disposition précise des lieux. Vous avez manipulé la première fausse piste, Sir Geoffrey, pour détourner les soupçons. Vous avez orchestré la disparition de Mademoiselle Langley et fait disparaître le collier de Lady Helena avec une précision subtile. Chaque action était calculée, chaque réaction observée et chaque indice délibérément trompeur. Pourtant, votre intelligence, alliée à une observation attentive, a révélé le schéma. » Crowne plissa les yeux. « Vous n'avez aucune preuve. » Poirot sourit doucement. « Monsieur, les preuves ne sont pas toujours nécessaires. L'observation, le raisonnement et la concordance des événements forment une logique indéniable. Les traces, les comportements, le timing, voilà les preuves que ni les mots, ni la bravade ne peuvent dissimuler. » La voix de Lady Helena tremblait. « Est-ce vraiment lui ?» Poirot inclina la tête. « Oui, Lady Helena. La vérité révélée non par des aveux, mais par l'inévitabilité du comportement humain, désigne sans équivoque M. Crowne. » Crowne finit par perdre son sang-froid. Il s'affala dans un fauteuil, vaincu mais défiant. « Déjà alors, c'est fini, n'est-ce pas ? Vos petites cellules sont bien intelligentes, mais croyez-vous que cela durera au-delà des murs de la maison ?» Poirot secoua doucement la tête. « Non, monsieur, il ne s'agit pas d'un triomphe durable, mais de justice et de compréhension. La vérité, une fois révélée, doit être reconnue, même par ceux qui ont cherché à la dissimuler. » Le silence régnait dans la pièce, la gravité de la révélation pesant sur chacun des présents. Même les domestiques, jusque-là invisibles dans cet écheveau d'intrigue, ressentirent le poids de l'aveu dans cette atmosphère chargée d'émotions. Poirot se redressa, les mains jointes. « Mes amis, la partie est terminée, mais que cela vous serve de leçon. Le cœur et l'esprit humain, si subtils et attentifs soient-ils, trahiront la vérité sous le regard éclairé de l'observation. Les petites cellules grises, attentives et patientes, discernent des schémas invisibles à l'œil nu. Et de ces schémas naît la justice. » Hastings griffonnait frénétiquement, conscient que les derniers fils de l'intrigue étaient désormais parfaitement tissés. L'aboutissement d'une observation méticuleuse, d'une fine analyse psychologique et d'une déduction patiente avait permis de démêler l'écheveau complexe des crimes en un point d'une clarté absolue. Tandis que les invités assimilaient la révélation, Poirot conservait son calme imperturbable face à la tempête d'étonnement et de malaise. Dehors, la nuit était tombée, les ombres s'étirant sur le parquet de la salle de bal, témoins silencieux du dévoilement de vérités cachées. La réunion finale avait révélé le coupable, mais elle avait aussi mis en lumière la subtile orchestration, la désinformation délibérée et l'interaction des comportements humains qui avaient marqué les jours précédents. Poirot, triomphant en silence, mais d'une modestie apparente, avait une fois de plus démontré la supériorité de l'intellect, de l'observation et de la patience sur les simples soupçons et les apparences. Chapitre 9. La révélation. Le silence tendu régnait dans la salle de bal, la lueur des lustres se reflétant sur le parquet ciré et les visages des invités. Alistair Crowne, jadis imperturbable et apparemment intouchable, était maintenant raide comme un piquet sur sa chaise, son masque de confiance brisé par les déductions calmes mais irréfutables de Poirot. Hastings se tenait aux côtés de Poirot, carnet à la main, tandis que le détective s'apprêtait à livrer le dénouement final et complet de cette énigme complexe. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix douce et posée, « nous avons retracé l'enchaînement des événements qui ont semé la peur, la suspicion et l'incertitude dans cette maison. Pourtant, l'observation et la logique, appliquées avec soin et patience, éclairent le chemin de la vérité. Il est temps, par conséquent, d'examiner les détails un à un. » Il désigna d'abord le meurtre commis sous le plancher de la salle de bal. La tragédie a commencé ici, sous les planches cirées. Monsieur Armitage n'a pas été frappé au hasard, mais délibérément, à un endroit précis, choisi pour tirer parti de l'opportunité et de la dissimulation.
L'arme, le moment, l'emplacement, tout suggère une planification, une conscience et une connaissance des lieux. Poirot marqua une pause, laissant ses paroles résonner. Sir Geoffrey Linton était suspecté, oui. Son agitation et sa nervosité, observées immédiatement après le crime, étaient des réactions naturelles à la peur et à la suspicion. Il était innocent, un simple pion dans la mise en scène des événements. Ces réactions, cependant, constituaient un premier test permettant d'évaluer comment la maisonnée réagirait à la désinformation. Hastings prenait des notes frénétiquement, constatant le démantèlement méthodique des hypothèses. Poirot poursuivit, s'intéressant désormais à la disparition de mademoiselle Langley. La disparition soudaine de la jeune femme semblait d'abord sans lien avec l'affaire. Pourtant, à y regarder de plus près, les signes étaient évidents. L'absence d'effraction, les déplacements précis dans l'aile ouest, les traces pourtant subtiles sur le sol et les appuis de fenêtres, tout indiquait un plan exécuté par quelqu'un qui connaissait parfaitement la maison. Observez, mes amis, le schéma, l'opportunité, la connaissance et la prévoyance psychologique. Un seul d'entre vous était capable de manipuler ces éléments avec une telle efficacité. Crown remua légèrement, les mains crispées sur ses genoux, mais il ne dit rien. Le regard de Poirot, toujours aussi perçant, restait fixé sur lui sans relâche. Poirot aborda ensuite le vol du collier de diamants de Lady Helena. Un objet précieux, dérobé dans un bureau fermé à clé, sans aucune trace d'effraction. Qui avait les clés ? Lady Helena elle-même, bien sûr, et la femme de chambre, Anna, en cas d'urgence. Et pourtant, l'exécution de ce vol exigeait assurance, savoir-faire et une précision chirurgicale. Les traces laissées, subtiles mais délibérées, ne révèlent pas de la maladresse, mais une intelligence guidée par une observation attentive. Le regard de Poirot parcourut les invités, et c'est là que réside le point crucial. L'individu responsable de ces trois événements, le meurtre, la disparition et le vol, possédait un ensemble de qualités lui permettant de manipuler les apparences et de détourner les soupçons. L'opportunité, le savoir, la subtilité et une fine compréhension du comportement humain. Pourtant, même l'esprit le plus brillant se trahit par les moindres détails de son comportement. Hésitation, micro-expression et incohérence. C'est là que les petites cellules grises triomphent. Poirot s'approcha de Crown, sa main gantée posée délicatement sur le dossier d'une chaise. « Monsieur Crown, votre calme imperturbable, votre sens aigu de l'observation et votre connaissance de la maison vous ont permis d'orchestrer ces événements. Vous avez manipulé les soupçons, guidé la peur et contrôlé le cours des événements à votre avantage. Pourtant, votre comportement, observé attentivement au fil du temps, a révélé la vérité. » Crown plissa les yeux, sa voix basse mais provocante. « Vous croyez que des mots suffisent à me condamner ? Il n'y a aucune preuve. » Poirot secoua légèrement la tête, un léger sourire étirant sa moustache. « Monsieur, la preuve ne réside pas uniquement dans les éléments matériels. La logique, la seistu, la déduction et l'observation attentive du comportement humain constituent également une preuve invisible au premier abord, mais indéniable une fois rassemblée. Examinons cela de plus près. » Il se tourna vers Lady Helena. « Souvenez-vous, Lady Helena, du jour où vous avez constaté le vol de votre collier. La manière dont il a été dérobé suggérait une bonne connaissance des lieux, de vos habitudes et la capacité d'agir sans se faire remarquer. Une seule d'entre nous remplit tous ces critères. » La voix de Poirot s'adoucit tout en conservant sa précision. « Considérez maintenant la disparition de mademoiselle Langley, les troubles subtils près de sa chambre, les manipulations précises pour détourner l'attention et l'absence d'effraction, tout cela correspond parfaitement aux agissements d'un seul esprit, guidé par un calcul minutieux et une connaissance approfondie du comportement humain. » Il marqua une pause, laissant le temps à la signification de ses actes de se révéler. Le meurtre perpétré sous le plancher de la salle de bal, bien que brutal dans son exécution, n'en était pas moins calculé. Il exigeait non seulement un timing parfait, mais aussi une compréhension des réactions des personnes présentes. Chaque acte, meurtre, disparition, vol, était une note d'une symphonie, dirigée avec une méticulosité extrême par un seul individu. Le regard de Poirot se posa de nouveau sur Crown, implacable. Les traces d'empreintes digitales sur les rebords de fenêtres, le déplacement précis des tapis, les subtilités des mouvements, tout trahit le cerveau de l'opération. Vous pensiez que votre intelligence dissimulerait vos actes, mais l'accumulation d'observations, alliée à une déduction logique, révèle la vérité. Vous, Monsieur Crown, êtes responsable. La tension était palpable dans la pièce. Tous les regards rivés sur Crown. Même Sir Geoffrey, auparavant soupçonné, observait la scène avec étonnement et soulagement,
après avoir été innocenté. Crown perdit son sang-froid. Vous avez observé de trop près. Peut-être. Mais nos petites cellules grises ne peuvent pas tenir compte du hasard, de l'improvisation. Le petit sourire acéré de Poirot réapparut. Ah, mais rien n'a été laissé au hasard. Chaque action, chaque réaction, chaque fausse piste subtile, soigneusement observée, nous a menés ici. De l'improvisation, certes, mais dans un cadre d'opportunité et de connaissance que vous seul possédiez. Hastings, sentant le dénouement approcher, murmura « C'est incroyable la façon dont il relie tous les fils, Hercule ?» Poirot inclina la tête. « Oui, Hastings. Observez comment la patience, l'observation et la déduction rigoureuse convergent. Le caractère apparemment aléatoire des actions humaines est souvent une illusion savamment orchestrée. L'esprit brillant peut tromper bien des gens, mais la cohérence des comportements, l'enchaînement des événements ne peuvent échapper à une observation